Je voudrais d'abord, en 2-3 mots, vous indiquer les raisons pour lesquelles je me crois permis de prendre les positions que je vais vous définir dans quelques instants. Je suis donc docteur en médecine, j'ai obtenu mon diplôme à l'Université libre de Bruxelles en 1953, ça fait déjà pas mal de temps ça. Et puis j'ai été faire un stage fondamental pour moi à l'Institut du cancer de Villejuif, où j'ai appris la microscopie électronique. Car vous verrez que toute mon argumentation est extrêmement fort basée sur l'évidence microscopie électronique relative au rétrovirus et en particulier à cet hypothétique virus du sida. Et après ce stage à Paris, je suis parti pour New York, où j'étais parti en principe pour 1 an, mais j'y suis resté 25. À l'Institut Sloan Kettering, où je suis devenu directeur du laboratoire central de microscopie électronique de cet institut, et où j'ai fait l'essentiel des travaux auxquels je vais faire allusion dans quelques instants. Et en 81, je suis parti pour Toronto pour prendre la direction d'un grand labo de microscopie électronique à la faculté de médecine de l'Université de Toronto, où j'ai travaillé là jusqu'à ma retraite en 93. Et en 93, je suis venu m'installer ici dans les Alpes-Maritimes. Mais je suis resté extrêmement actif dans toute la controverse de la dissidence du sida, en particulier en étant un des membres du comité consultatif du président Thabo Mbeki, le président sud-africain, qui avait convoqué une très grande conférence en l'an 2000 à Pretoria et puis une seconde à Johannesburg. Et puis une autre activité importante que j'ai eue est d'avoir participé à un débat très contradictoire qui s'est tenu au Parlement européen à Bruxelles en 2003 et où notamment parmi les autres intervenants était Luc Montagnier. Et puis après ça, je suis devenu président d'une association américaine, essentiellement californienne, qui s'appelle Rethinking AIDS, dont j'étais président de 2005 à 2008. Mais je ne suis plus président maintenant et j'ai au fond perdu assez fort la connexion que j'avais avec ce groupe californien. Voilà l'essentiel. Peut-être devrais-je aussi vous mentionner que pendant mes années new-yorkaises, j'ai été, en toute objectivité, le premier à démontrer au microscope électronique la formation des rétrovirus à la surface des cellules qu'ils infectaient. Et je suis donc resté hautement impliqué dans tous les programmes relatifs à la recherche frénétique d'un virus dans les leucémies et cancers humains, virus que l'on n'a jamais identifié, mais c'est resté le centre de mon activité scientifique d'appliquer la microscopie électronique à la recherche de ces virus qu'on a appelés plus tard rétrovirus et dont le fantomatique VIH est prétendument un membre de cette famille-là. Donc c'est pour vous rappeler en quelques mots les raisons pour lesquelles je crois avoir une autorité scientifique qui me permet de prendre les positions que nous allons résumer maintenant. Faut-il voir le sida autrement ? Je pense sans la moindre hésitation qu'il faut répondre affirmativement à cette question. Dites-vous bien ceci, quand en médecine on affirme qu'une maladie donnée aurait une cause virale, et puis que pendant les 25 années qui suivent, toute la recherche sur cette maladie est basée sur cette hypothèse, et que tous les crédits de recherche sont alloués à des programmes qui sont uniquement basés sur cette hypothèse, ça c'est une chose. Quand d'autre part, 25 ans plus tard, tous ces travaux n'ont conduit à aucun traitement, n'ont conduit à aucune prédiction épidémiologique vérifiable et n'ont jamais permis de préparer un vaccin qui aurait la moindre efficacité, dans ces 3 circonstances-là, ne pensez-vous pas que l'hypothèse de départ était probablement fausse? C'est mon avis. Et c'est pourquoi je réponds très affirmativement à la question « oui, il faut voir le sida autrement ». Il
faut entendre par séropositivité une évaluation du taux d'anticorps chez un patient donné. Ce qu'il faut soigneusement effacer des pensées de tous, c'est que ce terme séropositivité reflète directement la présence du virus, du fameux rétrovirus. Il n'en est rien. La séropositivité est uniquement, par le test qu'on appelle le test ELISA, est une mesure du taux d'anticorps. De quels anticorps? Des anticorps contre tout et n'importe quoi, et qui n'ont aucune spécificité contre un prétendu rétrovirus dénommé VIH. Donc une immense erreur qu'il faut corriger dans la tête du grand public, c'est que cette mesure indique la présence du virus. Il n'en est rien, ça indique simplement la présence d'anticorps. Or, ces anticorps peuvent être la réponse à la présence de protéines étrangères extrêmement variées. Il y a un article extrêmement important qui a été publié aux États-Unis, en Californie, par Christine Johnson en 1996, et où elle a établi une liste de près de 70 conditions médicales qui peuvent conférer la dite séropositivité. Cette liste est énorme, et tous ceux qui sont frappés par l'étiquette séropositif se doivent en première démarche de lire cette liste attentivement et de voir si leur profil, si leur histoire médicale ne s'expliquerait pas beaucoup plus simplement qu'en évoquant l'hypothèse d'une infection par un prétendu VIH. Cette liste comprend des affections comme la tuberculose, comme la lèpre, comme la malaria, comme le virus herpès. Cette liste comprend aussi les vaccinations, un grand nombre de vaccinations, y compris la vaccination antigrippale, par exemple. Mais cette liste comprend aussi les transfusions multiples, avoir été exposé à de nombreuses transfusions et donc avoir été exposé à des protéines étrangères a pour résultat la fabrication d'anticorps qui sont dirigés contre ces protéines étrangères. Ça fait penser à qui ce que je viens de dire là? Moi, ça me fait très fort penser aux hémophiles. Les hémophiles sont très traditionnellement traités et obligatoirement traités par de très nombreuses transfusions sanguines. Or, si exposés à de très nombreuses transfusions sanguines, les hémophiles fabriquent donc des taux élevés d'anticorps qui ont rendu leur test dit le test ELISA positif. On en a conclu qu'ils étaient infectés par un prétendu VIH, ce qui n'a aucune justification scientifique. Et plus dramatique encore, on a non seulement conclu cette idée totalement fausse, mais on les a donc exposés à des traitements par des antirétroviraux comme l'Azepté, médicament extrêmement toxique, et il ne fait dans mon esprit pas le moindre doute que de très nombreux hémophiles séropositifs sont morts non pas du VIH, mais bien de la toxicité du médicament Azepté antirétroviral qui leur avait été imposé dans les années, disons, 87, 92 peut-être, qui leur avait été imposé à des doses affreusement toxiques qui, si je me souviens bien, approchaient le gramme et demi par jour, ce qui est une dose affreusement toxique. Il est exact que dans nos pays occidentaux, on ajoute un second test. Un test qu'on appelle le Western Blot et qui permet d'identifier un certain nombre, hautement variable d'ailleurs, un certain nombre de protéines dont on dit qu'elles sont spécifiques du virus. À ça, il faut ajouter une notion fondamentale.
personne dans tous les labos du monde n'a jamais réussi à isoler et à purifier ce prétendu VIH. Comment peut-on affirmer qu'une protéine donnée est originaire de cet hypothétique virus sans avoir d'abord réussi la purification de ce virus? C'est une immense question que je vous pose et à laquelle je vous assure que l'on n'a toujours jusqu'ici trouvé aucune réponse. Et le premier groupe qui a analysé toutes ces données-là est basé en Australie. Il y a dans la partie à Perth, en Australie, un groupe extrêmement actif de scientifiques dont les noms sont connus de tous, c'est essentiellement Val Turner et Eleni Papadopoulos, qui ont énormément travaillé sur toutes ces questions-là, et qui ont été, je crois, les premiers à dire que ce test du Western blot n'avait aucune spécificité, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas eu préalablement un isolement et une purification du rétrovirus, et que par conséquent, on n'avait aucune raison scientifique d'accepter la notion que les protéines reconnues dans ce test étaient effectivement d'origine virale. Les Australiens, dès cette époque-là, ont souligné la possibilité infiniment plus grande que ces protéines provenaient de débris cellulaires présents dans tous ces échantillons et n'avaient aucune relation directe avec un très hypothétique rétrovirus. En plus de ça, ce test Western blot est défini de façon différente dans tous les pays du monde. Je vous signale qu'au Royaume-Uni, il est interdit pour non spécifique. Que dans certains pays, on dit qu'il faut 2 protéines, que dans d'autres pays, on dit qu'il en faut 4. Bref, si vous êtes identifié comme positif par ce test dans un pays, il vous suffit peut-être de prendre l'avion et d'aller dans le pays voisin et vous serez négatif. Pour vous dire le degré affreusement faible de la fiabilité que comporte ce test du Western blot. Le drame de ce test de la séropositivité, c'est la panique qu'il crée. C'est un drame qui a essentiellement été développé médiatiquement. Comme l'avait dit il y a pas mal d'années notre célèbre Coluche, le sida est une maladie qui se transmet médiatiquement. S'il n'y avait pas eu l'enflure médiatique de toutes ces questions-là, je crois que l'annonce d'une séropositivité laisserait beaucoup de gens relativement indifférents. Mais il y a eu une telle amplification proche de l'hystérie et créatrice d'une panique, d'une terreur absolument mondiale, qui fait que les gens que l'on déclare séropositifs sombrent dans une panique évidente, dans une dépression inévitable, qu'un nombre non tragique d'entre eux se suicident de désespoir, que leur vie personnelle en est complètement bouleversée, perte du boulot, divorce, effondrement dans des conditions de vie absolument lamentables, et grande difficulté d'échapper à la théorie officielle selon laquelle l'indication de cette séropositivité impose le traitement par des drogues d'une toxicité énorme. Mais ce qu'il faut ajouter à cette toxicité des médicaments, c'est un point vraiment extrêmement, j'ai envie de dire pervers. C'est que la toxicité de ces médicaments est un ensemble de symptômes qui ressemblent d'extrêmement près au sida lui-même. Par exemple, une très forte dépression immunitaire, une très forte dépression de l'activité de la moelle osseuse, donc une grande anémie,
anémie que l'on traite par des transfusions, transfusions qui ne font qu'augmenter le nombre des anticorps et la dite séropositivité. Bref, ça devient trop facile pour les médecins qui prennent ainsi en charge ces malades séropositifs. Ça devient trop facile d'expliquer à la famille, écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu, mais malheureusement, il est en train de mourir de son sida. C'est vraiment dramatique de comprendre que les effets secondaires de la haute toxicité de ces médicaments peuvent être confondus avec le sida lui-même et par conséquent permettent une confusion affreuse entre les effets secondaires du médicament et le syndrome lui-même. Qu'il y ait de faux séropositifs est l'évidence même. Et il y a de très nombreux cas absolument dramatiques de personnes qui, par exemple, ont été victimes d'un accident de voiture, qui ont dû être transfusées, et puis qui, après ça, ont été trouvées séropositives, et qui, parce qu'elles avaient soit un ganglion, soit peut-être une tumeur ou l'autre, ont été identifiées comme atteintes du sida, traitées par des antirétroviraux, et dont la situation a périclité dramatiquement, non pas à cause d'un hypothétique VIH, mais à cause d'un hautement toxique traitement antirétroviral. Quand vous pensez que dans la liste dont je faisais mention tout à l'heure, celle publiée par Christine Johnson, se trouvent des maladies comme la tuberculose, la malaria et la lèpre, vous pensez bien qu'en Afrique, on va en trouver beaucoup.